Bonsoir. Avant de plonger dans le récit captivant qui vous attend, je tiens à vous avertir que cette histoire n'est pas appropriée pour un public jeune. Toutefois, je souhaite souligner qu'elle ne tombe pas dans le genre de l'horreur, mais elle offre une immersion intense dans l'univers complexe et parfois sombre d'un thriller. Préparez-vous à être transporté dans un monde d'intrigue et de mystère. Très bonne écoute. Chapitre 1. L'orage. Voici ce qui s'est passé la nuit qui vit la fin de la pire vague de chaleur que le nord de la Nouvelle-Angleterre ait connue. La nuit du 19 juillet fut aussi celle où toute la région du Maine occidental fut balayée par les plus épouvantables orages que j'ai jamais vus. Nous habitions au bord de Long Lake et nous vîmes le premier orage s'abattre sur les eaux en progressant dans notre direction juste avant la tombée de la nuit. Tout au long de l'heure qui avait précédé, l'air était resté parfaitement immobile. Le drapeau américain que mon père avait planté sur notre hangar à bateau en 1936 pendait mollement contre son mât. Même l'ourlet ne tressaillait pas. La chaleur était comme un objet massif et elle semblait aussi profonde que les trous d'eau glauques qu'on trouve dans les carrières à l'abandon. Cet après-midi-là, nous étions allés nous baigner, tous les trois, mais l'eau n'apportait aucun soulagement, à moins de s'aventurer très loin, là où c'est profond. Ni Steffi ni moi ne voulions aller là où c'est profond, parce que Billy en était incapable. Billy avait 5 ans. Nous mangeâmes un dîner froid à 5h30, des sandwichs au jambon et de la salade de pommes de terre, sous la véranda qui fait face au lac. Mais nous n'avions guère d'appétit. Personne ne semblait avoir envie d'autre chose que de soda, tenu au frais, dans un seau rempli de glaçons. Après dîner, Billy retourna faire l'acrobate sur les barreaux de la cage à singes. Nous restâmes là, Steph et moi, parlant peu, à fumer, en regardant à travers le morne miroir du lac aux eaux mates, dans la direction de Harrison, sur la rive opposée. Quelques hors-bords passaient et repassaient en vrombissant. Là-bas, les conifères avaient l'air battus et poussiéreux. Vers l'ouest, d'énormes nuages s'amoncelaient lentement, s'attroupant comme une armée. Des éclairs les ébraient. Chez Brent Norton, notre voisin, le poste de radio réglé sur la station dont l'émetteur coiffe le mont Washington envoyait un jet de parasites à chaque éclair. Norton était avocat dans le New Jersey et la maison qu'il possédait au bord de Long Lake n'était qu'un lieu de villégiature dépourvu de chauffage central et mal isolé. 2 ans plus tôt, nous nous étions affrontés autour d'une question de mitoyenneté qui nous avait menés devant le tribunal du comté. J'avais eu gain de cause. Norton prétendait qu'on m'avait donné raison parce qu'il n'était pas du coin. Nous n'avions guère de sympathie l'un pour l'autre. Steph soupira et s'éventa les seins en agitant le devant de sa robe. Je doutais un peu de l'effet rafraîchissant, mais la vue en était sacrément améliorée. Ce n'est pas pour t'inquiéter, mais on va avoir une drôle de tempête. Je sens que ça va cogner. Elle me jeta un regard sceptique. C'était pareil hier soir et avant-hier soir, tu sais. Et les nuages se sont tout simplement dispersés. Pas ce soir. Tu crois ? Si les choses se gâtent, nous irons en bas. Jusqu'à quel point tu crois que ça peut se gâter ? Mon père fut le premier à faire construire de ce côté du lac une maison destinée à être habitée toute l'année. Il était à peine plus qu'un gamin quand ses frères et lui érigèrent à l'emplacement de la maison actuelle une petite résidence d'été qu'en 1938 un ouragan détruisit entièrement, abattant jusqu'au mur de pierre. Le hangar à bateau fut le seul rescapé. 1 an plus tard, il mettait en chantier la grande maison. Ce sont les arbres qui causent des dégâts quand le vent souffle très fort. Ils vieillissent et ne résistent pas aux bourrasques.
C'est ainsi que la nature fait périodiquement le ménage. Je ne sais pas trop, dis-je, sans mentir. Les récits du catalysme de 1938 étaient les seuls exemples de ce genre que je connaissais. Mais le vent qui vient du lac peut souffler à la vitesse d'un train. Billy revint un peu plus tard pour nous annoncer que ce n'était pas amusant de grimper au barreau car il était tout en nage. Je lui ébouriffai les cheveux et lui tendis un autre soda, histoire de donner du travail au dentiste. Les nuages se rapprochaient, poussant le bleu devant eux. L'orage menaçait d'éclater d'un instant à l'autre. Norton avait éteint la radio. Assis entre sa mère et moi, Billy regardait le ciel, fasciné. Le tonnerre grondait, le roulement s'éloignant à travers le lac et revenant en écho. Les nuages se tordaient et s'enroulaient, tantôt noirs, tantôt violets, tantôt veinés et de nouveau noirs. Ils recouvraient peu à peu le lac et je distinguais une délicate membrane de pluie qui en descendait jusqu'à la surface de l'eau. Elle était encore loin. Pour l'instant, il devait pleuvoir à Bloster's Mills, peut-être même à Norway. L'air commença à s'agiter, d'abord par saccades, soulevant le drapeau qui retombait ensuite. La température se rafraîchit, puis se stabilisa, refroidissant d'abord la transpiration sur nos corps, puis la changeant en glace. C'est à ce moment-là que je vis le voile d'argent courir à travers le lac. Il masqua Harrison en quelques secondes, puis se dirigea droit sur nous. Les hors-bords avaient quitté la scène. Billy bondit de son siège, exacte réplique en miniature de nos fauteuils de metteur en scène, avec son nom inscrit sur le dossier. « Papa, regarde !»« Rentrons, dis-je. Je me levai et posai mon bras sur ses épaules. « Mais tu as vu ça ? Qu'est-ce que c'est, papa ?»« Un cyclone, il faut rentrer. » Steph me lança un bref regard étonné et dit « Viens, Billy, fais ce que dit ton père. » Nous passâmes à l'intérieur par les portes de verre coulissantes qui donnent sur la salle de séjour. Je refermai la porte en la faisant glisser sur ses rails et m'arrêtai pour jeter encore un coup d'œil à l'extérieur. Le voile d'argent avait parcouru les 3/4 du chemin à travers le lac. Il s'était transformé en un tourbillon, emballé entre le ciel noir et bas et la surface de l'eau, désormais couleur de plomb, rayée de blanc chromé. Le lac avait pris le visage menaçant de l'océan. De hautes vagues déferlantes projetaient des gerbes d'écume en se fracassant contre les pontons et les jetées. Au milieu, de gros moutons apparaissaient et disparaissaient au gré des rouleaux. Il y avait quelque chose d'hypnotique à regarder le cyclone. Il était presque sur nous quand un éclair brilla d'un éclat si vif qu'il imprima tout sur mes yeux en négatif pendant les 30 secondes suivantes. Le téléphone émit un petit dring effarouché et je me retournai pour découvrir mon épouse et mon fils, debout, contre l'immense baie vitrée qui nous offre une vue panoramique du lac au nord-ouest. Une vision d'horreur s'imposa à moi, du genre de celles qui sont, je crois, l'apanage des époux et des pères. La baie vitrée explosant dans un bruit caverneux, décochant des éclats de verre effilés dans l'estomac dénudé de ma femme ou dans le visage et le cou de mon petit garçon. Les atrocités de l'Inquisition ne sont rien comparées au sort que nous sommes capables d'inventer à ceux que nous aimons. Je les saisis fermement et les tirai en arrière. « Qu'est-ce que vous faites là, bon Dieu ? Écartez-vous !» Steph me lança un coup d'œil étonné. Billy se contenta de me regarder comme s'il émergeait à peine d'un rêve. Je les menai jusqu'à la cuisine et allumai la lumière. Le téléphone tinta de nouveau. Puis, le vent se leva. La maison était transformée en Boeing 747, prêt à décoller. C'était un sifflement strident qui enflait par moments en un rugissement grave et profond avant de se muer de nouveau en mugissement. « Descendez au sous-sol », dis-je à Steph, et je devais crier désormais pour me faire entendre.
Juste au-dessus de la maison, le tonnerre cogna l'une contre l'autre 2 planches gigantesques et Billy frissonna contre ma jambe. « Tu viens aussi ?» me lança Steph en réponse. Je fis oui de la tête et les chassai du geste. Je dus détacher Billy cramponné à ma jambe. « Va avec maman, je vais chercher des bougies, au cas où la lumière s'éteindrait. » Il partit avec elle et j'entrepris d'ouvrir des placards. C'est tout de même bizarre. Les bougies, on les met de côté au printemps en prévision des coupures de courant que provoquent les orages de l'été, et ça disparaît quand on en a besoin. J'en étais à mon 4e placard, où je venais de retrouver les 10 grammes d'herbe que Steph et moi avions achetés 4 ans plus tôt et que nous n'avions toujours pas fumé entièrement. Le dentier mécanique de Billy provenant de la boutique de nouveautés et les piles de photos que Steffi oubliait toujours de coller dans notre album. Je soulevai un catalogue, puis jetai un œil derrière une de ces poupées fabriquées à Taïwan que j'avais gagnée à la foire de Fribourg en renversant des bouteilles de lait avec des balles de tennis. Je trouvai les bougies derrière la poupée aux yeux vitreux. Elles étaient toujours enveloppées dans leur cellophane. À l'instant où je refermai la main autour d'elles, les lumières s'éteignirent. La seule électricité était désormais celle du ciel. La salle de séjour était éclairée par une succession d'éclairs blancs et violets, comme des flashs d'appareils photographiques. J'entendis Billy qui éclatait en sanglots en bas, puis Steph qui le rassurait à voix basse. Il fallait que je regarde encore une fois dehors. Le cyclone avait dû nous dépasser ou se calmer en atteignant la rive, mais on n'y voyait toujours pas à 20 mètres sur le lac. Il était complètement démonté. J'aperçus le ponton de quelqu'un, celui des jazzers. Peut-être qui filait sur l'eau, ses pilotis alternativement dressés vers le ciel et plongés dans les flots bouillonnants. Je descendis au sous-sol. Billy courut vers moi et s'agrippa à mes jambes. Je le soulevai dans mes bras et le serrai contre moi. Puis, j'allumai les bougies. Nous nous installâmes dans la chambre d'amis qui donnait sur le couloir menant à mon petit atelier et demeurâmes là à nous regarder dans l'éclairage jaune et vacillant en écoutant l'orage rugir et cogner contre notre maison. Au bout d'une 20aine de minutes, nous entendîmes un craquement terrible et un des grands pins s'abattit non loin. Puis, il y eut une accalmie. « C'est fini ?» demanda Steph. « Peut-être, » dis-je. « Peut-être pas pour longtemps. » Nous regagnâmes l'étage, chacun portant une bougie, tels des moines se rendant aux vêpres. Billy portait la sienne fièrement, en faisant bien attention. Porter une bougie, autrement dit le feu, était une affaire de la plus haute importance pour lui, et du coup, il avait moins peur. Il faisait trop sombre pour voir les dégâts que l'orage avait fait autour de la maison. Billy aurait déjà dû être au lit, mais aucun de nous suggéra de l'y mettre. Nous restâmes dans la salle de séjour, à écouter le vent et à regarder les éclairs. 1 heure plus tard, l'orage reprit. 3 semaines durant, la température avait tourné autour de 35 degrés et 6 jours sur les 21. La station météorologique de l'aéroport de Portland avait indiqué des températures de 40 degrés et plus. Drôle de temps, et comme nous avions eu un hiver éprouvant et un printemps tardif, certains avaient ressorti une fois encore la sempiternelle histoire des effets à long terme de la bombe atomique, et aussi, bien entendu, la fin du monde, la plus rabâchée de toutes. Le second assaut ne fut pas aussi violent, mais nous entendîmes le fracas de plusieurs arbres qui s'abattaient, affaiblis par la première charge. Alors que le vent commençait de nouveau à se calmer, l'un d'eux heurta lourdement le toit avec un bruit sourd, comme un poing s'abattant sur le couvercle d'un cercueil. Billy bondit et regarda le plafond avec inquiétude. « Ça tiendra, va, » lui dis-je. Billy eut un sourire crispé. Aux environs de 10 heures, la dernière bourrasque arriva. Le vent ulula presque aussi fort que la première fois, et on aurait dit que les éclairs nous entouraient. D'autres arbres tombèrent,
et il y eut comme un fracas de verre brisé venant du bord de l'eau qui fit pousser à Steph un cri plaintif. Billy s'était assoupi sur ses genoux. Qu'est-ce que c'était, David ? Le hangar à bateau, je crois. Oh non, ce n'est pas vrai. Écoute, Steffi, j'aimerais autant retourner en bas. Je pris Billy dans mes bras et me levai avec lui. Steph ouvrit de grands yeux effrayés. Il ne va rien nous arriver, David. Non. Sûr ? Sûr. Nous redescendîmes. 10 minutes après, au plus fort de la dernière bourrasque, il y eut une explosion de verre à l'étage, la baie vitrée. La vision que j'avais eue n'était pas si exagérée, en fin de compte. Steph, qui somnolait, s'éveilla avec un petit cri, et Billy s'agita inconfortablement sur le lit de la chambre d'amis. « La pluie va rentrer à l'intérieur, dit-elle. Les meubles seront fichus. »« On n'y peut rien, et ils sont assurés. »« Qu'est-ce que ça change ?» dit-elle d'un ton fâché, chargé de reproches. « La commode de ta mère, le canapé neuf. »« Chut, dis-je. Dors. »« Je n'y arrive pas, dit-elle. Et 5 minutes plus tard, elle dormait. Je restais encore éveillée pendant une demi-heure, en compagnie d'une bougie allumée, à écouter le tonnerre se répercuter de loin en loin. J'avais le sentiment qu'on serait nombreux le lendemain matin, parmi les riverains, à appeler l'agent d'assurance, que les tronçonneuses pétaraderaient alentour, les propriétaires des villas s'affairant à débiter les arbres qui s'étendaient abattus sur leurs toits ou avaient traversé leurs fenêtres, et que les camions de la compagnie d'électricité seraient de sortie. L'orage faiblissait à présent, sans aucun signe annonciateur d'un nouveau coup de vent. Je remontais au premier, en laissant Steph et Billy sur le lit, et regardais dans la salle de séjour. La porte de verre coulissante avait tenu bon, mais à la place de la baie vitrée, il y avait un trou au bord déchiqueté, garni du feuillage d'un bouleau. C'était la cime du vieil arbre qui flanquait l'accès extérieur du sous-sol, d'aussi loin que je me souvienne. En regardant la cime entrer ainsi, à l'improviste dans notre salle de séjour, je compris ce que Steph avait voulu dire en déclarant que ce n'était pas une question d'assurance. J'aimais cet arbre, vétéran endurci de bien des hivers. Il était le seul arbre, du côté où la maison donne sur le lac, que ma propre tronçonneuse eût épargné. Sur le tapis, de gros éclats de verre réfléchissaient en milliers de reflets la flamme de ma bougie. Je ne devrais pas oublier de prévenir Steph et Billy. Ils auraient intérêt à chausser leurs pantoufles pour venir ici. Ils aimaient bien se promener pieds nus le matin. Je descendis. Nous dormîmes tous les trois dans le lit de la chambre d'amis, Billy entre Steph et moi. Je rêvais que je voyais Dieu traverser Harrison de l'autre côté du lac. Un Dieu si gigantesque qu'au-dessus de la taille, son corps se perdait dans le bleu limpide du ciel. Dans le rêve, j'entendais le craquement sec des arbres qu'il fracassait en foulant pesamment les bois, dans lequel il laissait l'empreinte de ses pas. Il faisait le tour du lac en direction de la rive de Bridgeton, notre direction, et toutes les maisons, les villas estivales, les bungalows s'embrasaient et les flammes brillaient d'un éclat blanc et violet comme les éclairs. Et bientôt, la fumée recouvrit tout. La fumée recouvrit tout comme de la brume.